VOA Afrique. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Cette semaine, nous vous proposons de décrypter deux thèmes. Le Burundi face aux craintes de guerre civile et la Centrafrique, théâtre de violents combats à l'approche d'élections cruciales. Une faction des ex-rebelles de la Séléka rejette le processus électoral et veut se détacher de la République centrafricaine. Les scrutins longtemps attendus vont-ils avoir lieu sur tout le territoire? Ce sera dans la première partie. Et dans la seconde, après 8 mois de conflits meurtriers, où va le Burundi? Analyse et commentaires à venir. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à Washington Forum. Notre premier dossier ce jeudi, la République centrafricaine, où le chef rebelle musulman Noureddine Adam a déclaré un État autonome dans son fief du Nord, à l'heure où les autorités de transition et leurs partenaires internationaux mettent les bouchées doubles pour tenir le 27 décembre prochain la présidentielle et les législatives dans tout le pays. Une initiative immédiatement condamnée et qui intervient après le référendum constitutionnel de dimanche dernier, un référendum important pour les élections, mais émaillé de violence. Les derniers développements avec Salwa Jaafari. L'attention, les Centrafricains s'y sont habitués. Le référendum n'allait pas avoir lieu sans faire de vagues. De violents combats ont fait au moins 2 morts et des dizaines de blessés dimanche dernier dans un secteur musulman de Bangui. À l'évidence, ce vote n'enchante pas tout le monde. Et pourtant, l'adoption de la nouvelle constitution a pour but de sortir le pays d'une guerre sectaire qui n'a fait que trop durer. Ces grandes lignes, 2 mandats présidentiels, une lutte acharnée contre la corruption qui gangrène l'administration depuis des décennies et l'éviction des groupes armés du processus électoral. Le oui donnerait lieu à une 6e république, un 13e régime politique depuis l'indépendance du pays en 1960. Près de 2 millions de Centrafricains sur une population totale de 4 800 000 se sont inscrits sur les listes électorales. Et je suis ravi que tous les peuples centrafricains vont se lever bien pour voter sur le référendum. Mais tous n'ont pas voté. Problème logistique, mais surtout sécuritaire, malgré la présence de 11 000 casques bleus. Donc je suis venu tôt pour m'assurer que tout est en place et que la sécurité va être suffisante pour que quand même les gens puissent voter dans plus de quiétude. Plusieurs chefs ex-Séléka, la rébellion majoritairement musulmane qui avait renversé en mars 2013 le président Bozizé, avant d'être chassé du pouvoir en 2014, ne voient pas ces élections d'un bon œil. Les anti-Balaka ne reconnaissent plus les autorités de transition dirigées par la présidente Catherine Samba-Panza. Si vous êtes incapable de mettre en place les mécanismes nécessaires pour répondre aux différentes revendications avant le retour des populations, vous finirez avec des conflits fonciers qui peuvent facilement se transformer en confrontation entre les communautés. Pour beaucoup, il s'agit des élections de la dernière chance pour que la Centrafrique tourne une page sanglante de son histoire. Plus d'1 millier de morts, près de 500 000 réfugiés, 40 000 toujours pris au piège. Élection de la dernière chance. Merci Salwa. Autant de contours donc à aborder. L'heure maintenant d'accueillir nos invités. Avec moi sur ce plateau, Francisca Vigo-Walsh, chercheuse pour l'ONG américaine Refugees International. Ses recherches se focalisent notamment sur les pays de l'Afrique centrale. Également, au Studio 52, mon collègue de VOA Afrique, journaliste centrafricain, visage familier dans son pays, Félix Yepassi Zembrou, qui anime une émission quotidienne en Sango. Et à Bangui, notre correspondant Freeman Sipila, qui nous rejoint en direct de la capitale centrafricaine via Skype. Freeman, je commence par vous pour parler du référendum sur la Constitution. Nous savons que près de 2 millions de Centrafricains ont été appelés à y prendre part, mais 4 jours après, toujours pas de taux de participation, encore moins de résultats. Les autorités de Bangui ont-elles expliqué ce retard et ont-elles indiqué quand seront connus ces résultats ?
Oui, Jacques Aristide, aujourd'hui, il y a eu une évolution dans la situation dans le pays. En début de la soirée, l'autorité nationale des élections, l'organe en charge d'organiser les scrutins en Centrafrique, a rendu public les résultats provisoires de ce référendum du 13 décembre. Donc, pour ce qui concerne exclusivement la ville de Bangui, le oui a majoritairement remporté avec un pourcentage de 90% contre 10% pour le non. Donc, c'était en plénière que l'ANE a publié ses résultats dits provisoires et partiels après examen et validation par l'ensemble de ses membres. Donc, selon l'autorité nationale des élections, le taux de participation, comme vous venez de le soulever, dans les 8 arrondissements de Bangui est de 30%. Donc, ces résultats des villes de province sont en partie aujourd'hui traités, tandis que les autres sont en cours d'acheminement au centre de traitement des données. Alors, lorsque vous parlez de difficultés, selon les autorités de l'ANE, les difficultés dans l'acheminement des matériels et l'hostilité de certains groupes armés au processus justifient en partie le retard accusé dans l'organisation de ce scrutin. Oui, résultat partiel en direct avec vous, Freeman. Oui, un référendum sur fond de combats meurtriers à Bangui et d'incidents violents en province. Le chef rebelle Noureddine Adam, je le disais, a rejeté le processus électoral et a même proclamé l'État autonome de Logone. Francisca Vigo-Walsh, je m'adresse maintenant à vous. Voilà, donc vous l'avez entendu, violence et velléité d'indépendance dans le nord-est du pays. La République centrafricaine est-elle prête pour ces élections sur le plan sécuritaire, d'autant que nous ne sommes qu'à un peu plus d'une semaine de ce rendez-vous important? Bon, je pense que non, en fait. C'est évidemment pour ces raisons, pour les violences qui a vécu la République centrafricaine, les élections ont été déjà reportées plusieurs fois cette année. Et je pense qu'une des racines des problèmes de sécurité, c'est que les gouvernements ou bien les autorités n'ont pas pu encore étendre leur présence sur tout le pays, même avec l'assistance de MINUSCA. Réponse directe, vous pensez que le pays n'est pas prêt. Et d'ailleurs, nous le savons que Noureddine Adam a prévenu qu'il s'opposerait à la tenue de ces élections dans sa région du Nord. Donc il faudra peut-être craindre d'autres débordements. Et je pense que oui, malheureusement, on verra des débordements de violence. Et en tant que représentante d'une organisation humanitaire, moi je dirais que les humanitaires doivent se préparer pour les dégâts dont ils feront face. Nous ne le souhaitons pas en tout cas. Félix, nous n'avons pas fini de le dire. Ces élections du 27 décembre sont vitales pour le pays. Premier tour de la présidentielle, en même temps que les législatives. Quels en sont les enjeux? Jacques, les enjeux sont nombreux et de taille. Car, sauf coup de théâtre, l'homme ou la femme qui sera élu à la magistrature suprême aura la délicate mission de redonner à la République centrafricaine sa place sur l'échiquier international, ceci par la refondation de l'état de droit, la restructuration d'une armée républicaine, la restauration d'une justice qui s'efficace contre l'impunité. Bref, un cadre idéal dans lequel la paix et la sécurité seront garanties. Soit aussi en quelque sorte une manière de tourner la page à 3 années de crise politico-militaire que le pays a connu depuis mars 2013. Un chantier énorme, un défi énorme. Nous avons été inondés d'ailleurs de commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Je ne peux malheureusement vous proposer que 2 d'entre eux. Mouatoua Kupasula de Kinshasa, sans la formation d'une armée nationale centrafricaine réellement républicaine, sans un dialogue inclusif franc entre les Centrafricains eux-mêmes, sans le rétablissement de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, sans la volonté politique des anciens et nouveaux dirigeants, sans l'amour de la patrie des partis en conflit, les élections en Centrafrique seront un chaos. Serge Hubert Kongai de Bangui, le vide juridique a entraîné l'aggravation des violences car ces actes demeurent impunis
Les élections permettront de retrouver la paix et reconstruire l'État, la force répressive, l'administration, la sécurité du territoire. Et on vient de l'entendre d'ailleurs, ce sont les enjeux de ces élections, comme Félix vient de le dire. Freeman, parlez-nous de la campagne électorale, une campagne relativement courte. Les candidats parviennent-ils à sillonner le pays pour défendre leurs idées ? Justement, cette campagne a été lancée depuis le 12 décembre et jusqu'à aujourd'hui, l'ambiance est encore totalement morose dans la capitale, tout comme à l'intérieur du pays, parce que jusque-là, il n'y a que quelques candidats qui se sont donc hasardés à aller à l'intérieur du pays. Hier, un des candidats a été dans le fief de Noureddine Adam, à Kagabandoro. Et puis un autre a été dans le sud, à Mbaïki, ça c'est dans la préfecture de la Lobaye. Mais sillonner aussi aujourd'hui le pays librement pour battre campagne, surtout à l'intérieur du pays, est un véritable danger car pratiquement la grande partie du pays est contrôlée aujourd'hui par des bandes armées, notamment les ex-Seleka éclatés en plusieurs factions, et puis les anti-Balaka aussi, hostiles à certains candidats, parce que déjà même dans la capitale, certaines effigies de quelques candidats, une fois affichées, sont automatiquement déchirées. Donc la campagne, même dans la capitale, est encore morose. Pas évident de battre campagne. En effet, 30 candidats sont engagés dans la joute présidentielle. 30, ça fait un peu beaucoup, comme on dit, Félix. Mais qui sont ces candidats qui émergent du lot ? Difficile à dire, Jacques, d'autant plus que ces élections revêtent un caractère particulier. D'abord, comme l'a souligné Freeman, en raison de l'insécurité orchestrés par des groupes armés. Nombre de ces candidats n'ont pas la latitude de sillonner le pays pour battre leur campagne. Et puis, autre particularité, parmi les 30 candidats, l'on note la présence de 3 anciens premiers ministres, Martin Ziguélé, Georges Anissé Doléguélé et Faustin Archange Touadéra, qui auront la tâche de convaincre en raison de la gestion du passé. Et puis, autre particularité, l'on note aussi la présence des fils de 3 anciens présidents de la République, je cite Jean-Serge Bokassa, Sylvain Patassé et Désiré Kolingba, dont le poids électoral jouera certainement auprès de certains nostalgiques. Et puis, bon, il faut aussi noter la présence d'une candidate, la seule femme, qui aura aussi un rôle à jouer dans ce scrutin. Oui, tant mieux d'ailleurs, il y a donc voilà une femme candidate. Nous l'avons donc compris, des élections importantes pour sortir le pays de 3 ans de violents affrontements intercommunautaires depuis la destitution du président François Bozizé en mars 2013. Nous nous souvenons de la visite du pape François fin novembre en RCA. Il s'était notamment rendu à la grande mosquée de Bangui. Son message, chrétiens et musulmans sont frères et il faut dire non à la vengeance, à la violence et à la haine. Mais la question qui se pose, Francisca, si tous les Centrafricains ne parviennent pas à voter aux prochaines échéances, la légitimité du président élu sera-t-elle mise en cause et du coup provoquera-t-elle un autre cycle de violence? Et d'ailleurs, le temps n'est pas en leur faveur, on vient de l'entendre. Oui, et malheureusement, je pense que c'est une vraie possibilité. En fait, ça fait quelques mois que j'ai mené des enquêtes et à Bangui, Bokaranga et Kagabandoro, j'ai fait des entretiens avec des déplacés, et y compris des réfugiés qui venaient de rentrer au pays. Et leur inquiétude, c'était est-ce qu'ils seront représentés? Est-ce qu'il y aura la sécurité pour qu'ils peuvent même assister aux urnes? Et donc, oui. Oui, donc pas mal de problèmes. Francis Vigo-Walsh, que nous allons retrouver dans la seconde partie, qui va être consacrée au Burundi. Mais je vous promets, ce dossier RCA, on va y revenir. Voilà, je vais dire merci à mes collègues de la VOA, Félix Epassis Zembrou et Freeman Sipila. Merci, bon courage et bonne chance à votre pays. Washington Forum revient après une petite pause.
Jacques Aristide, de retour avec vous dans Washington Forum. Comme promis, le Burundi dans cette tranche. Quelques repères d'abord. Août 2000, les accords d'Arusha, accords de paix que signe la majorité des belligérants sous l'égide de Nelson Mandela. Novembre 2003, signature d'un accord de cessez-le-feu à Dar es Salaam entre le gouvernement de Domitien Dalizé et le CNDD-FDD de Pierre Nkurunziza. Août 2005, Nkurunziza est élu président par les deux chambres du Parlement. Avril 2008, suite des combats gouvernement-FNL, la reprise des combats donc entre les forces gouvernementales et les rebelles des FNL laisse au moins 100 morts. Juin 2010, Nkurunziza a été réélu après que les principaux partis d'opposition aient boycotté le vote et les élections législatives. Juin 2013, loi sur les médias. Le président Nkurunziza promulgue une nouvelle loi sur les médias considérés comme une attaque contre la liberté de la presse. La loi interdit aux journalistes d'aborder les questions de sécurité nationale, de l'ordre public ou de l'économie. Mai 2015, la Cour constitutionnelle entérine la candidature du président Nkurunziza pour un troisième mandat et il est réélu en juillet. Voilà, un troisième mandat de la discorde qui a plongé le Burundi dans le chaos. Les récents événements avec John Lyndon. 90 morts selon l'armée, plus d'une centaine d'après la population. C'est le bilan des affrontements qui ont eu lieu après l'attaque contre 3 camps militaires le 11 décembre dernier à Bujumbura. Il s'agit de la vague de violence la plus sanglante depuis la tentative de coup militaire en mai dernier. À New York, le Conseil de sécurité a condamné ces violences et demandé à toutes les composantes de la société burundaise de conjuguer leurs efforts pour ramener le calme dans le pays. Un dialogue politique inclusif est nécessaire de toute urgence. Nous devons faire tout notre possible pour prévenir la violence de masse et agir de manière décisive. À Bruxelles, l'Union européenne a ouvert depuis une semaine des discussions avec le gouvernement burundais sur des questions relatives au respect des droits de l'homme et des principes démocratiques, en brandissant parallèlement la menace d'une suspension de l'aide européenne. Le camp Nkurunziza estime être mal compris et a donc dépêché dans la capitale belge une délégation dans l'espoir de clarifier sa position. Pour arrêter la violence au Burundi, le président Barack Obama a lancé un appel à l'unité. Vous êtes un seul peuple et maintenant il est temps de se lever contre la violence et de commencer le difficile travail d'unité. L'avenir de votre pays, l'avenir que vous voulez pour vos enfants est entre vos mains. En attendant, sur le terrain, 4 associations de la société civile ont été interdites. Les comptes bancaires de la Ligue ITK, la Maison Shalom et de la Radio publique africaine ont été gelés. 28 officiers sont en procès à Giteka. Ils sont accusés d'avoir tenté de renverser le régime en mai dernier. Merci bien, John. 2 invités pour faire le point sur le Burundi. Nous retrouvons donc Francisca Vigue-Walsh de Refugees International et nous accueillons depuis Paris Francis Patindé, professeur à Sciences Po, ancien porte-parole en charge de l'Afrique au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Francis a également servi comme l'un des rédacteurs en chef de Jeune Afrique. Francis, la question est directe. Le Burundi se dirige-t-il vers une guerre civile ? À l'évidence, oui, parce que le pouvoir est devenu pratiquement fou et autiste. Le pouvoir n'écoute plus qui que ce soit. Il y a des médiateurs qui sont envoyés à Bujumbura qui sont récusés par ce pouvoir. Les assassinats se poursuivent et nuitamment, les gens sont assassinés apparemment à bout portant. Donc, il y a tous les ingrédients aujourd'hui pour faire de la situation au Burundi quelque chose d'explosif et quelque chose qui, inéluctablement, nous amène vers une guerre civile.
Mais en même temps, Francis, nous ne sommes pas sur le terrain. On ne sait pas ce qui se passe vraiment là-bas. Nkurunziza, il a été réélu. Il a quand même un support. Donc, est-ce qu'on n'est pas... C'est pour faire l'avocat du diable, évidemment. On n'est pas trop en train d'accuser ce gouvernement trop facilement ? Moi, je ne crois pas que Nkurunziza a été élu selon des règles que lui-même a édictées. Voilà quelqu'un qui a fait 10 ans au pouvoir. Il aurait eu la sagesse de passer la main, y compris à quelqu'un de son parti. Et on n'en serait pas là. Vous voyez, et parfois, il faut mettre les intérêts de la nation, les intérêts du peuple au-dessus de ses propres ambitions. Et il n'a pas su comprendre ça. Oui. Il a fait 10 ans de pouvoir. Il y a eu, vous avez parlé tout à l'heure de l'accord d'Arusha, qui, de façon, bon, c'est vrai qu'ils ne se sont pas entendus sur comment interpréter cet accord, mais enfin, il a fait 10 ans, ça, c'est un fait. Et il aurait dû passer la main. Maintenant, il conduit, de par cette attitude, son pays vers une guerre, vers peut-être même un génocide. C'est vrai qu'on n'ose pas prononcer le mot. Depuis, c'était une question de démocratie jusque-là. Il est en train de pousser, de conduire petit à petit et vers quelque chose en stigmatisant une communauté contre l'autre. Oui, alors c'est le mot que, évidemment, on ne veut pas prononcer, génocide, mais la situation est évidemment décrite par des chiffres également. Depuis le début des troubles, plus de 200 000 Burundais ont quitté le pays d'après l'ONU et on compte plusieurs centaines de personnes tuées. Cela dans un pays qui a déjà été le théâtre de tueries entre majorité Hutu et minorité Tutsi. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Samantha Power, évoque le risque de voir l'actuel conflit devenir plus ethnique que politique. Voilà, partagez-vous cet avis, Francisca ? En principe, non, mais peut-être il faudra que je change d'avis. Seulement le temps le dira. Je veux souligner vraiment que cette crise est une crise de caractère politique dans ses racines. Il y a plus de 220 000 réfugiés dans plusieurs pays qui ne sont pas que de Tutsis. Ils sont de Tutsis et de Hutus. Mais cela dit, on voit déjà des discours qui inquiètent et qui peuvent commencer à enchaîner des discours de haine et de plus en plus de caractère ethnique, malheureusement. Le gouvernement américain qui a également demandé à l'ONU d'accélérer ses plans d'urgence. Francis, quels sont ces plans de l'ONU et comment vont-ils sortir le pays du chaos ? Francis, vous m'entendez ? Oui, bien sûr. Alors, les plans de l'ONU, vous savez, on n'en est pas au premier plan. Il y a eu des envoyés spéciaux qui sont allés là-bas, qui ont été récusés. Il y a eu Said Djinnit qui a été récusé par le pouvoir. Ensuite, il y a l'opposition qui a récusé un autre envoyé spécial, Ablaye Bathily, je crois. Et donc, on tourne un peu en rond. Et là, il va y avoir un autre envoyé spécial qui va y aller ce week-end à Bujumbura. Mais à l'évidence, le pouvoir n'est pas prêt à discuter. Parce que il vous souvient qu'il y a quelques jours, le président Yayi Boni, le président du Bénin, retour d'Afrique du Sud, avait été mandaté par la présidente de la Commission de l'Union africaine pour faire une escale à Bujumbura et discuter avec M. Pierre Nkurunziza. Et ils ont trouvé un moyen de décommander ce rendez-vous important. On est vraiment face à un régime autiste et d'un autre côté, au Rwanda et dans certains pays voisins, il y a l'opposition qui se réunit, qui se prépare aussi, qui affûte les armes et qui se prépare à l'irréparable. Oui, je propose maintenant 2 commentaires Facebook. Martial Médéhon d'Abidjan, les Occidentaux demandaient à Pierre Nkurunziza de quitter le pouvoir. S'il n'obéit pas, il n'y aura jamais de paix au Burundi. C'est comme ça, un point, c'est tout. Et celui de Christian Djérabé, Djamena, Tchad, il faut reconnaître que l'insécurité a gagné le Burundi, mais faire partir Nkurunziza par les armes n'est pas une solution. Seul le dialogue importe. On ne fait pas la paix avec les armes. Pour l'heure, les protagonistes ne se parlent pas, on vient de l'entendre, il n'y a pas de dialogue entre gouvernement et opposition. Jamal Ben-Omar, Francis vient de le dire, émissaire de l'ONU pour le Burundi, veut promouvoir ce dialogue. Mais Francis, pour éviter le retour de violence à grande échelle, faut-il aller au-delà d'une simple mission politique ? Faut-il déployer une mission de maintien de la paix au Burundi ? Bon, à l'heure actuelle, ce serait une solution d'urgence.
déployer des soldats, mais également du personnel civil, des agents de protection des droits de l'homme. Mais il suffit de penser que le même déploiement a lieu actuellement en Centrafrique. Ça n'a pas empêché les tueries. Il y a certes un référendum qui vient d'être organisé, on s'achemine vers des élections générales, mais le préalable, l'effort, le premier effort doit venir des acteurs burundais eux-mêmes. La communauté internationale ne peut qu'intervenir pour les accompagner. Si les gens ne veulent pas de la paix, on a beau déployer des centaines, des milliers de soldats étrangers, ça n'apportera pas la paix au Burundi. Et l'ONU qui est très mal vu dans cette région, on l'a vu en RDC. Et d'ailleurs, en RCA, on parlait de la Centrafrique tout à l'heure. Aujourd'hui même, il y a un groupe d'experts indépendants qui parle de viol d'enfants en RCA et que l'ONU, son travail a été un échec flagrant. Alors, Francisca, pourquoi la Chine, la Russie et les membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU sont-ils réticents à l'idée du déploiement d'une telle mission au Burundi ? Bon, je pense que d'abord, et malheureusement, c'est toujours vu comme une question interne au lieu d'une question de paix et sécurité de la région ou bien une question internationale. Ça, c'est une. Et peut-être le deuxième, c'est que ces pays pensent que ça doit être mené par l'Union africaine, les interventions, au lieu du Conseil de sécurité et Nations unies. Mais après, est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Tout à l'heure, c'est Francis qui a prononcé ce mot, génocide. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, dès maintenant, prendre des actions concrètes et très solides même? Oui, en fait, je suis tout à fait d'accord avec Francis quand il a parlé de tuerie. Et moi, je dirais qu'il y a une campagne d'oppression et de violation des droits humains au Burundi maintenant. Et je pense que ceux qui ne sont pas d'accord avec Nkurunziza et ceux qui veulent rester indépendants ou bien neutres, ils sont très menacés et sujets de violence. Et lorsque la communauté internationale ne trouve pas comment mettre des pressions sur Nkurunziza, et en fait, il va continuer à semer les semences d'une rébellion. Francis, il nous reste très peu de temps. Y a-t-il un risque de conflit régional si la crise burundaise n'est pas contenue? Tout ce qui se passe au Burundi intéresse ses voisins, à commencer par le Rwanda. Le Rwanda, à mon avis, à mon sens, ne laissera pas se répéter le drame que lui-même a connu. Et il y a un autre pays qui s'y intéresse beaucoup, c'est la Tanzanie. Donc, et vous savez également que le président d'Ouganda, donc Yoweri Museveni, est le médiateur en chef, en tout cas pour l'Union africaine. Donc, il faudra que tous ses voisins se conjuguent pour éviter que le drame, parce que s'il y a une tragédie au Burundi, ça aura des répercussions sur l'ensemble des pays de la région. Vous avez parlé tout à l'heure des réfugiés, oui. Mais ce n'est pas quelques centaines de millions, c'est une bonne partie de la population burundaise qu'on risque d'avoir dans les pays voisins. Oui, mais quand on parle de ramifications régionales, vous-même, en fait, cette semaine, vous avez publié un rapport très rapidement, en une poignée de secondes. Alors, le Burundi qui accuse le Rwanda de permettre le recrutement de Burundais réfugiés dans les camps là-bas au Rwanda par des groupes armés. Alors, donc, il y a ces ramifications-là. Tout à fait. Voilà, c'est une réponse directe. Francis, en 2 mots, est-ce qu'on pourra trouver une issue très rapidement à cette situation? Moi, j'ai bien peur que ce soit trop tard. Trop tard. Mais en tout cas, on ne l'espère pas. Nous couvrons cette région et nous espérons qu'éventuellement des solutions, peut-être qu'il y a d'autres alternatives, que des solutions vont être trouvées. Et voilà, merci à nos invités, Francisca Vigo-Walsh de Refugees International et le professeur Francis Patindé. Petit clin d'œil à nos amis et confrères de B1, notre télépartenaire à Kinshasa. Je voudrais aussi dire un petit mot de remerciement à Linda Ring. Linda qui a servi comme executive producer du Washington Forum pendant 5 ans. Elle part réaliser d'autres projets toujours pour la VOA, passant le relais à Salwa Jaafari, à qui je souhaite bienvenue et bon courage. Voilà, merci à toute l'équipe et bien évidemment, merci à vous, chers amis de la VOA. C'était Jacques Aristide à Washington. J'espère vous retrouver très bientôt. Take care.